Alors, je vais simplement essayer de rappeler à moi tous les participants à cette table ronde. Ils sont connus, ils ont leur nom sur un joli papier qui a été édité. Donc Maggie Toussel, oui, Monsieur Ferreira, Monsieur Fouchac et De Feuillas. Monsieur Fouchac, je vais le voir tout à l'heure, il va nous retrouver, c'est pas le souci. Bien, ce que je vous propose, puisque c'est une table ronde qui est consacrée à l'innovation, le transfert de technologie, la création de start-up en particulier, on va, pour commencer cette table ronde, essayer de formaliser son fonctionnement, si vous le souhaitez. Alors, on est dans un format qui est d'une convivialité tout à fait adaptée, mais l'idée c'est bien évidemment qu'elle soit interactive, cette table ronde, c'est-à-dire que les participants qui sont réunis ici ont des parcours professionnels, ont des expériences, une expérience qu'ils souhaitent partager avec vous, elle ne vaut que pour ce qu'elle est, et bien évidemment elle ne sera intéressante que si vous allez interagir avec ces expériences. Il n'y a pas une typologie de créateur d'entreprise, il n'y a pas une typologie d'entrepreneur, il n'y a pas une typologie d'innovation. On aura l'occasion de le dire à plusieurs reprises dans cette journée. Mais l'idée vraiment, c'est que vous puissiez capitaliser justement sur cette interaction, bénéficier d'un regard qui est celui de créateurs, de personnes qui œuvrent au quotidien dans le domaine de l'innovation. Et avant justement de lancer cette table ronde, ce que je vais proposer à chacun peut-être, c'est de se présenter. Peut-être en quelques mots vous expliquer le parcours de chacune des personnalités qui sont réunies. Et puis en fonction de ces parcours et en fonction surtout de vos interrogations, on essaiera bien sûr d'alimenter votre réflexion sur ce débouché professionnel particulier, le monde de l'innovation. C'est un qualificatif bien large qui recouvre des significations très diversifiées. On va peut-être commencer par Maggie, puisque tu présentera probablement. Alors bonjour à tous, je vous ai fait travailler tout à l'heure, donc je vais faire un très court, mais en tout cas avec... moi je viens du monde réellement des grands groupes, des entreprises. Donc j'ai navigué, j'ai eu une vie londonienne, parisienne et strasbourgeoise. Voilà. Et parmi ces points clés, on va dire que j'ai fait Centrale Polytechnique à Lyon. À partir de là, je suis revenue en France, j'ai fait une maîtrise en gestion d'entreprise. Et je suis rentrée tout de suite après dans les grands groupes. Donc c'est Gemini Consulting, tout consultant en fait. Donc, vous allez voir toutes ces casquettes métiers, ça peut vous intéresser à un moment donné. Et puis après, j'ai eu la chance d'être chez France Télécom, l'agence France Presse et la Bourse, Next maintenant. Et on créait à l'époque des structures parce qu'on avait des personnes qui avaient des idées, de l'innovation, et on créait en fait des start-up, ça ne s'appelait pas start-up, on appelait ça des nids, et hop, tout d'un coup, la structure arrivait, c'était dans les années de la bulle Internet, et puis ça s'est cassé la figure, voilà. Puis après, je suis repartie sur Strasbourg pour pouvoir mettre en place par des rachats d'entreprises, donc ce qu'on appelait des rachats d'entreprises par LBO, donc ça veut dire que la banque nous prêtait 80% de la somme et on avait pu, en tant qu'actionnaire, à mettre 20% pour justement monter des projets européens. Donc c'était une bourse de fête européenne en fait. Et puis petit à petit, mes 40 ans sont arrivés et j'ai voulu rentrer dans mon Limousin natal. Voilà, et je suis rentrée ici, enfin dans mon Limousin, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai cherché du boulot, et puis tout d'un coup, j'ai remis mon parcours à plat. Et puis à l'époque, je travaillais déjà avec le laboratoire Paris-Dauphine. J'ai rencontré à Limoges le laboratoire CERES de sémiotique, et j'ai été surtout sur de la neuroscience. Et avec mes anciens patrons de Gemini Consulting et de l'agence France Presse, on s'est dit pourquoi pas de créer une start-up en neurosciences, d'outils d'aide à la décision. Donc du coup, on a créé ça à Limoges, en incubateur. Donc je vous donne des mots, mais vous allez retrouver ça sur La Rochelle, Poitiers, tous ces mots-là existent encore en fait, l'incubateur à l'aigle.
Et là, du coup, j'ai très très bien démarré, j'ai fait des levées de fonds, j'ai eu jusqu'à 17 salariés, et puis j'ai pris la crise en 2007, voilà, 2007. Donc j'ai repositionné tous les salariés à l'intérieur de l'entreprise ailleurs, et moi-même d'ailleurs, où j'ai refait finalement à travers forcément créer du réseau par hasard, en ayant vraiment un réseau, m'ont permis de rentrer à l'université pour accompagner tous les doctorants sur l'insertion professionnelle des doctorants. Et en même temps, j'ai fait 3 ans. À côté de ça, j'avais un appel à projet pour le handicap de vie, donc sur des modules de résilience, puisque j'avais créé des modules sur les neurosciences que j'ai continué pendant 3 ans. Et puis l'université m'a demandé si je pouvais prendre la partie entrepreneuriale, puisque j'avais de l'expérience, un vécu, et depuis 3 ans, je m'occupe donc de Pépite. Et Pépite, c'est le statut étudiant-entrepreneur, sur lequel je suppose qu'on va faire un certain nombre peut-être de questionnements que vous allez avoir, sur lequel je vais pouvoir répondre. Voilà, j'ai été très vite, mais voilà, 55 ans, c'est tout ça. Voilà, je vous laisse la parole. Voilà. Il y a peut-être une question avant que... Alors, Pépite, c'est un statut, c'est un pôle d'innovation pour le transfert de l'entrepreneuriat pour les étudiants, en fait. Et c'est un statut créé par le ministère qui permet à chaque étudiant, vous êtes tous des étudiants, en clair, vous êtes salariés, donc vous avez tous 2 expériences grâce à votre thèse, mais vous avez aussi ce parcours étudiant. Et si vous avez une idée de création d'entreprise ou même une idée d'esprit d'entreprendre, parce que le parcours entrepreneuriat chez les doctorants, j'en ai quand même quelques-uns, pourquoi pas se dire je dépose une candidature sur le statut national étudiant-entrepreneur auprès du ministère. Cette candidature va revenir sur votre région. À ce moment-là, il y aura une commission. En général, Poitiers et Limoges, on l'a fait ensemble. Et on vous dit oui ou non, vous êtes accepté avec votre statut étudiant-entrepreneur. Et petit à petit, pendant tout votre parcours de thèse, vous allez consacrer dans vos temps libres, et je sais qu'il est court, pourquoi pas travailler sur une idée innovante. Voilà, c'est l'idée de vous monter en compétence sur cet esprit d'entreprendre et sur tout ce qui va avec, la prise de risque, etc. Je laisse les autres, et puis après je reviendrai dessus. Bonjour à tout le monde. Moi c'est un petit peu atypique parce que je ne suis pas scientifique, comme notre collègue journaliste tout à l'heure. Moi je suis juriste à la base et j'ai été invité aujourd'hui à un titre, à mon avis, je fais partie des étudiants de l'université de Limoges, il y a 20 ans, donc c'est plus très récent maintenant, qui a créé une entreprise. Alors on ne peut pas qualifier de cette entreprise de start-up parce que c'est relativement classique, on va dire. C'est un cabinet d'études un cabinet d'audit juridique et un bureau d'études. Mais sa particularité, c'est une émanation pure et dure de l'université de Limoges, avec que des étudiants de l'université de Limoges, et la création a été faite à la sortie directe des études. Voilà. Et donc c'est en ce sens que je peux peut-être tout à l'heure vous apporter un témoignage. Alors, très rapidement, pourquoi avoir créé cette structure il y a une vingtaine d'années? Simplement parce que ça nous paraissait décevant de devoir chercher dans les secteurs de métiers qui n'offraient pas d'emploi, tout simplement, à l'époque. Donc on s'est dit la seule solution pour effectivement tenter le coup et travailler dans le domaine qui nous intéresse et pour lequel l'université de Limoges nous a formés, fac de droit, le DEA de Michel Prieur sur le droit de l'environnement à l'époque, la fac de sciences pour mes 2 collègues en biologie et en chimie, et celle de Poitiers également, Marine Condat. Et donc ça a été de se dire, on tente le coup, voilà, tout à fait modestement. Alors c'est pas une start-up au sens de l'innovation, si vous voulez, je ne veux pas vous mettre sur une fausse voie, mais ce qu'il y a eu d'innovant, c'est le partenariat aussi avec les universités qui aujourd'hui est tout à fait établi, parce qu'on a été au départ hébergé par l'université de Limoges et aidé par l'université de Limoges pour le processus de création, pour le processus tout simplement d'hébergement matériel. Et donc ça, c'est un truc qui était à l'époque relativement unique, je pense. Bon, après, la logique d'incubation s'est développée, voilà, avec tout ce que vous pouvez connaître aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que le passage de l'université à la création d'entreprise, en fait, il est beaucoup plus simple que ce qu'on veut imaginer. Donc après, je pourrais répondre à certaines de vos questions, j'espère en tout cas, si vous en avez de plus détaillés par rapport à ça. Voilà, en tout cas pour le cabinet Ecocel.
Bonjour, alors moi je m'appelle Thierry Ferreira. Finalement, moi j'ai suivi exactement le même parcours que vous. C'est-à-dire j'ai une thèse, je suis enseignant-chercheur, et rien, finalement, absolument rien ne me prédestinait à partir dans le domaine de l'innovation. Pour être très franc, je fais une recherche très fondamentale en biologie. Je me suis éclaté. Et en fait, ce qui s'est passé à un moment donné, j'ai commencé à faire de la valorisation il y a, on va dire, une grosse dizaine d'années, de façon extrêmement circonstancielle. C'est-à-dire, dans le cadre de nos recherches, on a une idée, où on s'est dit que cette idée-là, on pouvait la transformer en quelque chose. Alors, ça va être terrible ce que je veux dire, mais à ce moment, moi, de ma carrière, d'utile, immédiatement, c'est-à-dire qu'il pourrait se transformer, alors j'aime pas le mot produit, en quelque chose d'utile pour la société. Donc, en fait, c'est une innovation dans le domaine du recyclage de plastique. C'était l'utilisation d'enzymes pour le recyclage de plastique. Et donc, on s'est lancé un peu dans l'aventure de façon complètement circonstancielle. On a déposé des brevets. On a eu beaucoup de chance à cette époque. Il y a un fonds d'investissement qui s'est intéressé à ces brevets. Et donc, il y a une société qui a été créée, qui s'appelait à l'époque, et qui s'appelle toujours, la société Carbios. Et pour être très franc, je me suis fait complètement aspirer par ce truc-là. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis dit, ils vont me donner un peu d'argent, je vais avoir un postdoc, je vais continuer à faire mon truc. Et puis, en fait, je me suis très bien rendu compte que l'innovation, c'était beaucoup plus compliqué que ça. C'était pas le tout d'avoir une enzyme qui dégradait un plastique pour avoir un produit. Et donc, voilà, ça s'est redimensionné, il a fallu monter des gros projets avec plein de personnes dans des domaines très différents. Donc, ça a été une aventure passionnante. Et parallèlement, je continuais une activité de recherche. Donc, Carbios, pour vous dire, donc j'étais le responsable scientifique au départ de cette société. J'ai eu des parts dans la société, donc j'ai été cofondateur de cette société. Ensuite, elle est rentrée en bourse en 2013, décembre 2013, pour porter les développements. Et là, moi, je suis sorti un peu de ce projet pour recréer une autre société qui s'appelle Conic Meds, qui est là dans le domaine du médical. C'est une autre aventure, ce sont d'autres contraintes. Je ne sais pas quoi vous dire, sinon que c'est passionnant. Et je ne vais pas vous dire que c'est pas difficile. Voilà. Ceci dit, c'est passionnant, on passe son temps à apprendre des choses. Et c'est surtout la satisfaction à un moment donné de se dire qu'on a notre recherche fondamentale qui se transforme en quelque chose d'extrêmement concret. Voilà, c'est ça qui m'anime. On va compléter le panel finalement des intervenants à cette table ronde. L'idée pour vous est d'avoir conscience des personnalités qui sont ici pour vous et pour vous répondre. Alors moi, formellement, Vincent Gloévin, je suis professeur à l'Université de Limoges, donc un deuxième enseignant-chercheur, et on s'interrogera toujours sur la position singulière d'un enseignant-chercheur dans le monde de l'entrepreneuriat, au sens opératif du terme. Nous ne sommes pas en train de parler d'accompagnement, parce que ce processus aujourd'hui est bien connu des universités, mais je vous demanderai de considérer une chose, notre état civil par rapport au nôtre. Vous avez ici des personnalités qui ont entre 40, 50, 55 ans. Ils ont commencé leurs études universitaires à une période, alors je sais que tout est enregistré et donc filmé, et donc ça sera disponible. Le partenariat avec le privé était même pas pensable dans un cadre universitaire. J'ai été nommé dans un laboratoire de recherche où l'idée même d'accéder à de l'argent privé pour faire de la recherche à l'université n'était même pas audible. Donc aujourd'hui les choses paraissent simples, mais la transition depuis une vingtaine d'années, elle est saisissante et elle est vraiment très intéressante. Alors je suis professeur à l'Université de Limoges, mais je suis docteur de l'Université des technologies de Compiègne. Mon doctorat a été obtenu en 1995, donc à une période où justement les partenariats public-privé n'étaient pas forcément toujours bien acceptés dans la sphère académique. Et on distinguait à l'époque la recherche académique, vous savez, la belle recherche, de la recherche applicative, vous savez, la prestation avec l'industriel. Vous voyez déjà les termes qui sont utilisés. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Et je défends cette philosophie d'une recherche intégrée qui, de l'académisme des laboratoires de recherche à l'application, et donc au marché, et donc à l'argent, c'est pas un gros mot, l'argent dans une société. Et donc j'ai été culturellement formé dans cette Université des technologies de Compiègne au partenariat public-privé, que j'ai insufflé dans mon environnement académique,
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le laboratoire dans lequel je suis a un niveau d'engagement partenarial très intéressant, parce que ça permet non seulement de produire une recherche de qualité, mais également de proposer aux étudiants qui sont formés dans le cadre académique des perspectives d'insertion professionnelle tout à fait intéressantes dans la recherche et le développement. Alors, cette philosophie, finalement, je l'ai mis à profit également, et c'est une typologie que je verse finalement à ma présentation. J'ai été quelques années vice-président de l'Université de Limoges en charge des partenariats et du transfert de technologies. Et à cette occasion, j'ai dirigé la Fondation partenariale de l'Université de Limoges et notre agence pour la valorisation de la recherche. Et j'ai notamment présidé le comité de sélection de l'incubateur technologique. Vous savez, cet outil qui est mis à la disposition des créateurs pour les accompagner, pour accompagner la structuration de leur projet, pour aller de l'idée jusqu'à la réalisation, au passage à l'acte, à la création d'activités économiques. Et cette activité, donc, je peux la théoriser. Et donc, je suis aussi un théoricien de la valorisation. Mais à un moment donné, et ça, je reviens toujours à l'état civil, on a envie de faire les choses aussi. Et plutôt que de le vivre par délégation et pour les autres, j'ai choisi également de créer une start-up qui a été constituée il y a 2 ans aujourd'hui, c'est la start-up Implanta, qui emploie aujourd'hui 2 docteurs de l'Université de Limoges en particulier, et qui est en train de se développer sur ces marchés. Donc ce processus de création d'activités économiques attaché à un laboratoire de recherche, mais aussi bien connu. Alors, voilà pour les typologies des présentations. Alors ce que je crois intéressant peut-être, c'est revenir vers vous. Vous avez peut-être des ambitions, peut-être des envies, vous vous interrogez sur le processus de création. D'ailleurs, vous allez constater assez facilement que le vocabulaire qui est utilisé, start-up, on ne sait pas le définir. Vous entendez déjà? C'est assez intéressant. Innovation, on aura du mal à la définir aussi. C'est quoi une innovation? Alors moi j'ai tout un tas de définitions. Vous avez probablement des définitions qui relèvent de l'invention. À partir de quand je passe à l'acte? Et d'ailleurs, l'entrepreneuriat, est-ce que c'est forcément la création d'une start-up? Est-ce qu'on peut entreprendre différemment qu'en créant une start-up? Il y a tout un tas de sujets qui peuvent être adressés, et ce que je peux dire, et je peux en attester, quelle que soit l'université dans laquelle vous êtes formé, et je sais qu'elles sont nombreuses dans la salle, c'est pas le souci de l'accompagnement, il est disponible. Et j'ai même tendance à dire, c'est pas parce que vous êtes aujourd'hui à l'Université de Limoges que vous allez demeurer en Limousin. C'est du moins ce que je vous souhaite. Pareil si vous êtes à Poitiers, pareil si vous êtes à La Rochelle, ou pareil si vous êtes ailleurs. Le transfert de technologie n'est pas compartimenté à la géographie. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Donc vous pouvez décontextualiser à loisir. Alors est-ce que sur cette base, vous avez peut-être sous la forme de questions, d'interrogations, de remarques, vous souhaitez interagir avec une ou plusieurs personnes qui sont devant vous? Oui. Moi j'ai quelques questions. D'abord, je vous remercie pour ce témoignage, c'est super intéressant. La première question, c'est le partenariat entre l'université, du académique, public, et puis le privé, à l'heure actuelle, c'est une très bonne chose. Mais la question que je me pose, elle aura peut-être une étude, mais c'est pas de l'avenir sur une autre terme. Est-ce qu'on peut se tourner de plus en plus entre guillemets vers la privatisation, ce qui fait que il y aura de moins en moins d'argent disponible pour entre guillemets la recherche publique ou les universités. À l'heure actuelle, ça a plutôt bien marché, mais ma crainte, c'est est-ce que ça va pas aller un peu trop loin? Oui. Je sais peut-être naïf, Alors, la question, vous souhaitez entendre une réponse de qui en particulier? On peut se lancer, bien évidemment, on va se lancer. Cette question, elle est très intéressante, en fait. J'ai même tendance qu'elle est évolutive dans les réponses qui sont proposées dans le temps, c'est-à-dire qu'en fonction de la période à laquelle on va la formuler, cette réponse, elle va évoluer, mais également en fonction des contingences budgétaires. Alors oui, on peut voir le partenariat public-privé comme une dizaine des financements publics accordés à la recherche. Je vais le formuler de façon différente, et c'est ma conviction. Est-ce que la recherche publique doit être décorrélée de la société? C'est-à-dire, finalement, l'université, les centres de recherche, les grands organismes de recherche, sont-ils hors sol? Ou au contraire, contribuent-ils au développement d'une société dans laquelle nous vivons tous en tant que citoyens? Je suis chercheur à l'université, je suis aussi citoyen.
J'ai donc une vision très utilitariste, mais le terme sera mal interprété. J'ai tendance à considérer que la recherche académique est le terreau de tous les développements. Et au moment où on pense une recherche, on ne pense pas immédiatement à l'application. Et ça, c'est le privilège d'un laboratoire de recherche. Et c'est un privilège, une liberté qui doit être accordée aux chercheurs. Et donc, à un moment donné, il faut faire la part des choses entre une recherche qui est très amont, une recherche qui est très aval, et se poser d'ailleurs la question de savoir si cette recherche aval a sa place dans un laboratoire d'université, ou au contraire dans un centre de transfert. Donc c'est plus l'agencement et les interactions entre les outils de valorisation qui sont importants, mais la place singulière d'une université, d'un centre de recherche, est effectivement de produire de la connaissance. Et produire de la connaissance, cette connaissance, elle ne doit pas être dématérialisée et décontextualisée de la société dans laquelle cette connaissance est produite. On a eu tout à l'heure un journaliste scientifique. On a eu la chance de dîner hier soir avec lui. La question qui se pose, c'est quel regard porte la société sur le scientifique? Et là, je vous laisse répondre à cette question individuellement. Autour de vous, vous avez des gens qui ont un regard sur la chose scientifique. Comment est-ce qu'on explique la défiance de la société vis-à-vis du monde scientifique? Donc c'est tout simplement le lien de cause à effet entre la recherche dite académique, très amont, et de l'utilisation des résultats qui sont issus de la recherche. Je ne sais pas si vous avez d'autres, bien sûr. Cette disette, elle existe déjà. Je veux dire, si on regarde, on a créé une start-up, mais on a créé un laboratoire coopératif avec l'Université de Poitiers, on a fait pareil avec Carbios. J'allais dire la carence, alors je ne sais pas si elle a été sciemment organisée, parce que justement, je pense qu'il y a eu une perception à un moment donné d'un certain nombre d'instances, de dirigeants, qui étaient effectivement, et ce qui était dans la réalité un peu vrai, comme vous disiez, d'une déconnexion des scientifiques et des chercheurs en général, par rapport, voilà, c'est l'image du chercheur sur sa montagne, bref. Donc, le fait il y a eu quand même une diminution très nette des financements de la recherche, ça c'est un état de fait. C'est-à-dire, un chercheur comme moi, dans une unité de recherche, il a quoi en crédit récurrent? 2 000 € par an? 2 000 € par an? Par chercheur? Qu'est-ce que vous voulez faire avec 2 000 € par an? Les technologies ont explosé en termes de coûts. Vous savez qu'elles sont de plus en plus complexes. Nous, dans nos domaines, je ne sais pas, on veut faire du séquençage, le séquençage d'un génome, il faut prester le séquençage, après il y a tous les traitements bioinformatiques, il y a tout un tas d'acteurs là-dedans. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec 2 000 €? Bon. Donc, moi, je pense sincèrement que ça a été un peu organisé, dans le sens où, pour finalement forcer les chercheurs à s'ouvrir vers la société civile, c'est bien, c'est pas bien, c'est une vraie question, mais on a créé cette disette, dont acte. Voilà. Moi, j'ai des collègues qui continuent à dire, effectivement, c'est pas normal. Je suis d'accord sur le fait c'est le terreau, il faut conserver cette biodiversité qui est à l'origine de l'innovation. Mais comment on fait? Donc, est-ce qu'on combat? On a essayé de le faire, je crois, contre la LRU. On s'est retrouvés assez nombreux dans les rues pour dire on est en train de nous organiser un modèle. Bon, maintenant, on y est. Ceci étant dit, voilà, ça c'est l'état de fait. Moi, je pense qu'il est extrêmement positif, je vous rejoins complètement, qu'on se re-questionne sur le métier de chercheur également. Et je crois qu'on a effectivement une responsabilité sociale également très forte et à court terme. Pas que de générer des savoirs qui peut-être auront... On est en particulier actuellement confronté à je dirais, des défis sociétaux que je crois on n'a jamais rencontrés. On a des défis environnementaux, on a des défis économiques, on a des défis voilà, au niveau de la santé. Et je pense que les universités doivent rester le socle de ça, et donc se réancrer un peu plus dans la réalité sociale. Après, quand il y a une innovation, vous avez une idée, vous dites je veux faire un médicament, par exemple, ça peut faire un médicament, on sort là justement, je pense qu'il est important de sortir un peu du cadre de la recherche fondamentale. C'est issu de la recherche fondamentale et donc il faut créer la structure pour porter ce développement. Donc cette articulation, elle doit exister.
moi ça ne me choque pas du tout, je trouve que c'est plutôt intéressant, parce que moi, quand je suis rentré, ça ne me serait pas venu à l'esprit. Donc quelque part, le fait de m'être retrouvé dans une dynamique de disette m'a amené à re-questionner mon métier. Moi, je veux repartir de vos 3 ans de thèse. Vos 3 ans de thèse, on sait qu'aujourd'hui, une entreprise, peu importe laquelle, si elle n'innove pas, elle disparaît. Ça, 10 ans avant, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on le sait très bien, on est dans un monde qui bouge, qui change. On a entendu tous les risques qu'il y avait derrière. Mais du coup, vous êtes formé sur quoi? Sur avoir des bonnes bases théoriques, sur comment, dans une introspection, rechercher, chercher et rechercher jusqu'à ce que vous trouviez, en tout cas, ou pas, d'ailleurs, des possibilités. Et donc, du coup, vous êtes formé, en fait, alors conscient, inconscient, en compétence à pouvoir comprendre ce que c'est que l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation? Et aujourd'hui, moi qui viens après coup du monde universitaire, je veux dire, je ne vois pas mieux qu'un chercheur rentrer dans des services R&D ou de créer lui-même en se disant, ben oui, puisque moi je sais comment je peux arriver, en tout cas, à ne pas avoir peur des inconnus, ce que c'est que la complexité et autres, je suis en capacité justement à me mettre dans cette idée de pourquoi pas amener une recherche appliquée. Alors après c'est complexe, on est d'accord, pour un médicament, il faut du temps, il faut comprendre ce que c'est des métiers, vous avez un premier, enfin, en tout cas vous avez un premier métier qui vous permet complètement d'être à même d'aller chercher une start-up, ou d'en créer, ou de rentrer dans un service innovant d'une start-up d'ailleurs, peu importe. Mais vous avez tout l'autre côté à déployer vos ailes aussi, à voir ce que c'est qu'une entité, une organisation, pour faire en sorte que vous arrivez à comprendre tous les mécanismes. Et c'est ça aujourd'hui votre challenge de demain en fait. C'est peu importe que ce soit un laboratoire public, académique, que ce soit un laboratoire avec énormément de collaboration. De toute manière, vous allez tous aller chercher des projets européens pour faire un petit peu monter des projets encore plus grands, parce que vous êtes tous désireux d'aller encore plus loin dans votre recherche. On l'a dit, il faut des moyens, ça ne se trouve pas comme ça. Et du coup, il y a aussi la mondialisation qui va faire que aujourd'hui, le premier client, on le cherche à l'international. Donc forcément, vous êtes avec la mobilité, ce qu'on vous donne dans les colloques, vous avez toute cette force en vous de comprendre comment vous pouvez le mettre en œuvre. Donc en tout cas, moi, c'est ce que je vois de ceux qui viennent me voir et qui font pépite dès la première année et qui sortent après avec des startups. On voit cette capacité rapide, intellectuelle et de tenir le choc pour justement monter des projets, que ce soit start-up, que ce soit pour un labo, que ce soit pour un service en fait. Et ça, il faut vous accrocher là-dessus. Il faut vraiment diversifier un petit peu ces esprits. Et en fait, enfin, si on reprend chacun d'entre nous, bah, c'est à un moment donné, il y a toujours des hauts et des bas. Et c'est parce qu'on a surmonté les hauts et les bas qu'on arrive aussi à se repositionner dans la vie. Donc voilà. Je ne sais pas si... Si vous avez des questions ou des remarques, il faut interagir. Allons-y, c'est très bien, je vous remercie. Moi, j'ai juste une question en termes de propriété intellectuelle, parce que je suppose qu'il y en a un peu dans chacune de vos startups. Et je voulais savoir, d'après vous, quelle est la place d'un doctorant scientifique au sein de la propriété intellectuelle? Est-ce qu'il doit faire une formation en plus ou on peut l'apprendre sur le tas? J'aurais une réponse aussi. La réponse est oui et oui. Oui à tout. Propriété intellectuelle ou propriété industrielle? Et vous voyez, la question n'est pas posée de la même façon et c'est pourtant de propriété industrielle dont on va parler. Parce que simultanément, elle posera la question de la propriété intellectuelle. Et ce sont deux choses très différentes. On va donc s'interroger sur l'utilité d'un brevet. Alors, j'ai l'autorisation aujourd'hui de partager une expérience pratique en vérité. C'est ce que je vais faire. Le brevet n'a aucun sens s'il n'est pas exploité. Donc, qu'un établissement universitaire, qu'un organisme de recherche dépose un brevet pour ne pas l'exploiter ou sans perspective d'exploitation est un non-sens. Il est donc
urgent de traiter la question de la propriété industrielle avant de s'interroger sur la propriété intellectuelle. Pour moi, la propriété intellectuelle n'est que la reconnaissance de la paternité d'une idée et de la contribution de l'inventeur. Alors, pour répondre directement à votre question, la présence du doctorant, elle est plus que légitime, elle est attendue. Puisqu'à un moment donné, et à ma connaissance, le doctorant fait partie d'une équipe de recherche. Et sans sa contribution, la découverte n'aurait pas de sens. Donc, pour moi, ce n'est pas un sujet. Donc, je réponds directement à votre question en disant oui, la place du doctorant est attendue dans ce processus de brevet et de prise de brevet. Ensuite, la logique, c'est faut-il être formé? Alors, il y a ce qui est intuitif et ensuite la réalité des choses. Et j'ai tendance à dire que pour que le brevet soit solide, il faut qu'il soit encadré. Et c'est une activité professionnelle. Ce sont des cabinets de brevets, des cabinets en propriété industrielle et en propriété intellectuelle qui nous accompagnent, mais ils ne se substitueront jamais aux chercheurs qui est porteur de la découverte. Ils ne feront simplement que rédiger un document, c'est une publication, que, après 20 ans de carrière, j'ai toujours du mal à la fois à écrire, à comprendre et à utiliser. Donc je suis très honnête, nous sommes en train d'écrire 2 brevets en ce moment au laboratoire et pour le compte de l'entreprise dont je suis actionnaire. C'est une souffrance parce que ce sont des mots, c'est un vocabulaire, c'est une logique de construction qui ne répond pas à notre formation. Donc oui, se former bien sûr, oui, avoir le souci de la propriété intellectuelle et industrielle, c'est nécessaire parce que la question du processus de création d'activité est attachée ensuite à un marché et donc on vous posera la première question, mais vous êtes propriétaire de quoi ? Et donc, si jamais vous devenez client, ou si jamais j'achète votre entreprise, qu'est-ce qu'elle vaut? Et à un moment, la valeur est attachée à l'idée qu'on se fait de la propriété. C'est très très bien résumé, je ne peux rien ajouter de plus. En fait, le brevet, nous, vous savez, on a l'habitude, on est dans une espèce de, à l'université ou dans les instituts de recherche, on est dans une espèce de logorée de publications et de lignes. Et donc on pense que quand on a fait un brevet, l'aventure est finie. En fait, c'est le début d'une aventure. Et justement, quand on a compris ça, à un moment donné, on peut se trouver dans la position qui est de dire, bon, j'ai fait un brevet, j'ai une idée, et je suis au balbutiement du truc. Et ça ne sera pas un produit, personne ne l'exploitera si ce n'est pas moi, les inventeurs, une équipe projet qui décide de porter plus loin le développement. Donc c'est ça, je crois, il ne faut pas être caricaturaux dans cette notion de start-up. C'est pas une usine à fric. Au départ, c'est pas du tout ça, je vous garantis. Au départ, on crée une société parce qu'on se dit, on a cette idée, on a envie, on y croit, on a envie de la porter, et si nous, on ne la développe pas, personne ne le fera. Donc, on y va. Et on y va, et c'est vraiment une aventure humaine. Et là-dedans, il faut un peu toutes les compétences. C'est-à-dire que vous n'allez pas être le spécialiste de la propriété intellectuelle et de la propriété industrielle. Par contre, il faut aller à une certaine granulométrie pour comprendre ce qu'on vous dit, vous dire, attends, ça va avoir quelles conséquences, ça, sur la pérennité de ma société. Donc, vous êtes une espèce de... à la fin d'homme orchestre, où voilà, avec pluricompétence, il faut que vous compreniez un peu tout. Je complète la réponse. Un brevet, ça a un coût. Alors, je ne sais pas si vous êtes clairs les uns et les autres sur le coût d'un brevet. Il y a le coût de la rédaction. Alors, on se lance dans une moyenne. On va dire au mieux, si le brevet est simple et qu'il est rédigé par un cabinet provincial, 5 000 €. S'il est compliqué et rédigé par un cabinet parisien, vous êtes à 20 000. Voilà, donc tout dépend. Et une fois que le brevet est rédigé, il n'est pas encore publié. Donc il y a le processus ensuite qui va à l'expertise et le retour d'expertise. Et ensuite, ce sont les extensions, l'entretien du brevet. Et là, vous protégez votre idée sur quel pays? Et donc, si vous avez des ambitions, ça, ce sont des sujets qu'il faut traiter parce que il est où mon marché? Et donc, en fonction de cette réponse, vous allez protéger sur des zones géographiques. Et là, pour faire simple, alors je serai peut-être contesté, mais en moyenne, on vous dira c'est 1 500 € par pays et par an. Alors, donc, vous multipliez par le nombre de pays et vous voyez ce que ça va. Ah, ouais, voilà. Et même au niveau des États-Unis, c'est encore plus complexe. Hein. Donc ça a un coût qui est négligeable. Donc, alors, ne le prenez pas comme un coût, parce que maintenant, je vais vous suggérer de le considérer comme un investissement. C'est un coût s'il n'est pas exploité. C'est-à-dire, excusez-moi juste monsieur, par rapport par exemple le CNRS va vous inviter, mais c'est de moins en moins vrai, à déposer le brevet si vous avez une idée. Bon.
Mais ils vont faire que la première phase. Ils vont faire que la première phase s'ils y vont, parce que si personne n'exploite derrière, vous imaginez qu'ils ne vont pas enclencher des coûts supplémentaires. Donc en fait, vous allez déposer un brevet qui va être abandonné très vite, parce que la structure ne sera pas en mesure de payer les frais inhérents au maintien, à l'exploitation de ce brevet, puisqu'exploitation il n'y a pas. Vous comprenez? Donc en fait, votre idée, elle fait pchit, c'est tout. Hein. Le sens positif aussi du brevet derrière. Quand même. Pardon. Le sens positif, quand même, une fois que tout ça c'est fait, ce qu'il y a, c'est que ça donne une valeur. Quand même. C'est la valeur qui est Hein, associée, bien sûr. derrière ça, là on vous a montré un peu le tout, mais après c'est la valeur que ça engendre derrière. Quand on fait, d'abord ça crée une notoriété, ça réserve un marché, et après quand on revend, parce qu'en fait il y a beaucoup aussi de structures, c'est-à-dire de jeunes chercheurs créent une start-up par exemple, et après ils vont revendre à un plus grand groupe. Et ben forcément ça va valoriser l'entité, d'accord? Donc Est-ce que voir ça parmi aussi vous- positivement. Est-ce que parmi vous, il y en a qui veulent déposer des brevets? Est-ce que parmi vous, ceux qui veulent déposer des brevets sont limités par l'idée qu'ils se font du coût qui est induit par le brevet? Parce que si c'est le cas, ne soyez surtout pas embarrassés. Vous avez autour de vous des structures qui vont vous accompagner dans cette logique de dépôt de brevet. Alors, je vais faire avec les dispositifs que je connais et qui m'entourent, considérant que toutes choses étant égales par ailleurs, dans les universités partenaires, les choses sont à l'identique. L'université de Limoges, en particulier, a un volet financier qui permet d'amorcer le dépôt, la phase de dépôt de brevet. Pour le compte de l'université, et d'ailleurs si vous êtes doctorant, vous l'êtes au sein d'un laboratoire d'une université. Donc quelque part, c'est votre employeur également. Et donc il y a un lien qui s'établit. Ensuite, vous avez un certain nombre de structures d'accompagnement. Alors je vais citer par exemple les sociétés d'accélération de transfert de technologie, les SATT, dont l'État a capitalisé des sommes considérables au bénéfice justement du développement économique, y compris sur l'amorçage. Donc on est capable de financer en phase amont le dépôt des brevets dans la perspective de leur exploitation. Donc la bonne question c'est, est-ce que j'ai une bonne idée? Est-ce que cette bonne idée, elle doit être protégée pour être ensuite transformée? Et ça, effectivement, eh bien, si vous vous posez cette question-là, vous vous rapprochez immédiatement soit de votre directeur de thèse, soit d'une structure qui accompagne le transfert des technologies, parce que toutes ces idées, elles sont bonnes à prendre. Et la mauvaise idée, c'est de considérer, vous savez, ce sentiment du oh, ouais, c'est peut-être pas si bien que ça. Et qui va décider que c'est bien? Vous pensez que quelqu'un sera capable de dire votre idée est bonne ou elle n'est pas bonne? La seule question qui va, c'est le marché. Alors, donc au bout du compte, c'est celui qui va vous acheter le produit. Alors, oui, ma question elle était plutôt anecdotique. En gros, c'était pour savoir les différents problèmes auxquels vous avez été confrontés lors de la phase entrepreneuriale. En gros, le problème qui vous a dit, bon bah, je ne vais pas y arriver, autant retourner dans le monde du travail et me trouver une place dans une entreprise. Vous avez 4 heures? Oui. Ouais, je pense que oui. Je pense que quand on se lance là-dedans, il faut être un peu inconscient. Je sais pas, c'est comme quand on décide d'avoir un enfant, par exemple. Ouais, mais si on commence à réfléchir qu'on signe pour 35 ans, voilà, pas dormir la nuit et ainsi de suite, on ne se lance jamais. Je crois que les difficultés, sincèrement, c'est tout le temps. Rien ne marche normalement. Je ne veux pas caricaturer, c'est pas pour vous faire peur, mais il faut le savoir. Mais il ne faut pas y réfléchir. Et si vous partez dans une démarche, mais c'est la même chose si vous décidez de créer une association de basketball dans votre village. Vous voyez? Vous dites, ben vous partez, vous dites on se lance, ça va être facile, et puis après vous vous rendez compte qu'il faut faire le bureau, que machin, qu'en fait que truc qui vous avait dit qu'il allait venir, en fait il ne vient pas, et que enfin bref. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc les problématiques, elles sont récurrentes, c'est toujours nouveau, et en même temps c'est passionnant. Vous voyez, voilà, on réagit. Est-ce que vous avez une anecdote par rapport à votre propre cas? Moi, j'ai vécu 2 aventures différentes et avec des problématiques très différentes. Et je pensais qu'avec la deuxième, comme j'avais une première, j'allais faire moins de bêtises. Ben, j'en ai fait d'autres. Mais c'est, je ne peux pas vous les lister. Est-ce que j'ai un exemple emblématique?
en fait, c'est un parcours du combattant quand vous essayez de lever les fonds, par exemple. La grosse difficulté, parce qu'à un moment donné, vous avez votre techno, vous y croyez, vous avez une équipe, et le parcours du combattant, c'est de convaincre des investisseurs qui vont finalement financer votre projet. Et je crois qu'il faut arriver à prendre beaucoup de distance par rapport à ça, dans le sens où, à un moment donné, ça ne vous appartient plus. Il faut que vous ayez l'empathie de vous dire que les personnes qui vont parier sur votre projet, elles vont parier leur argent. Et que c'est multifactoriel. Vous comprenez ce que je veux dire? L'idée peut être super et compagnie, mais au bout d'un moment, ça peut être, je sais pas, le porteur de projet, vous arrivez un jour, vous n'êtes pas en forme, vous irritez un peu, la personne en face va se dire, oh là là, il va perdre son sang-froid, on est en train de parier sur quelqu'un qui va péter les plombs. Bon. Donc c'est vraiment très multiparamétrique, et il faut accepter à un moment donné que la décision ne vous appartient plus. Vous voyez? Je crois que c'est un peu pour moi la leçon, c'est d'à la fois être extrêmement investi, parce qu'il faut être très passionné, et en même temps avoir la distance de se dire à un moment donné, j'ai fait tout ce que je pouvais, et advienne que pourra. Et essayer de, quand il y a un écueil, de se dire, bon, je le relativise, j'avais pas prise là-dessus. Est-ce que j'ai répondu? Une petite anecdote très rapide, moi j'ai pas eu de problème d'investissement, puisque c'était pas forcément une start-up, on est dans le cœur scientifique. Par contre, moi j'avais un problème de crédibilité vis-à-vis des industriels et des groupes qui voyaient débarquer des jeunes étudiants tout frais, tout neufs, sans université, et quelle crédibilité. Et en fait, ça m'a au moins appris une chose et qui doit vous rendre service. Voilà, si je peux transmettre ce témoignage, c'est que les gens de l'université ont une très très grosse crédibilité auprès des entreprises. Et ça, on ne le soupçonne pas, elles ne le disent pas. Je veux dire, faut pas s'attendre à ce qu'un groupe industriel ou même une très belle PME vous l'annonce comme ça de manière... Mais c'est quelque chose qu'après 20 ans de recul, je peux vous dire qu'il y a une grosse crédibilité. Et on rebondit sur la question de tout à l'heure, sur les fonds publics et les fonds privés, je pense qu'on peut tout à fait s'organiser pour que cette crédibilité, elle se mette en œuvre et que le partenariat, il se fasse naturellement. L'université, par contre, elle doit, à mon avis, garder une indépendance d'esprit. Je pense que quand on sort de l'université, vous êtes docteur, enfin vous êtes sur cette voie-là, donc là c'est encore à un autre niveau, mais ce que je veux dire c'est que l'université elle est là pour nous donner une indépendance d'esprit. Et ça par contre, une entreprise privée elle n'est pas là pour vous donner cette indépendance d'esprit, elle est là pour faire du business, et ça votre indépendance d'esprit elle est là, elle est pour vous pour toujours. Voilà. Et la crédibilité, on est très crédible en sortant de l'université vis-à-vis du secteur économique privé. Ça c'est très clair. Moi, ce que je peux rajouter, c'est j'ai vraiment une vision entre quand on appartient à des grands groupes et qu'on crée des startups, le financement arrive et en fait, on ne se pose pas la question, les effets de levier se font tout seuls parce qu'on a des comités de pilotage qui arrivent et c'est bien plus simple que quand on arrive dans un incubateur où on crée et on va devoir aller chercher des fonds publics au démarrage. BPI, tout ça, c'est quand même du public. Et puis de l'autre côté, après, on a prouvé bien sûr que le marché est là, ça c'est une chose. Et après, on doit aller chercher aussi des fonds privés. C'est un peu ce qu'on disait, des business angels, etc. Ou maintenant des plateformes cross-funding. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut du temps. C'est-à-dire que d'un côté, quand on vit le grand groupe, c'est là, et donc ça suit. Quand vous êtes dans un monde beaucoup plus ouvert, public, il va falloir beaucoup plus de temps. Donc une anticipation vraiment extrêmement forte dès le démarrage où vous êtes en train de créer. Vous savez peut-être que si vous créez un médicament, il va falloir peut-être 10 ans avant pouvoir le mettre sur le marché, par exemple. Donc avant, qu'est-ce que vous faites? C'est comment vous allez créer vos premiers chiffres d'affaires, comment vous allez pouvoir travailler avec des labos privés, etc. Il y a des tas de manières, puisque pour moi, la structure entreprise, start-up, ce n'est qu'une organisation, et c'est à vous à mettre en œuvre voilà, des tas de moyens, comme le crédit d'impôt recherche, en rembauchant d'autres doctorants. Mais si vous avez anticipé comme une gestion de projet européenne, eh bien c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment toujours anticiper vos fonds financiers pour que ça puisse tourner et avoir une transparence vis-à-vis de ceux qui vous prêtent de l'argent pour avoir des lignes de conduite. Et après, les aléas de la vie, c'est pour tout le monde. Les aléas d'une entreprise, d'un marché qui se retourne, d'une nouvelle législation qui arrive, ça peut faire bousculer forcément votre parcours ou en tout cas le fil conducteur que vous devez mener.
J'ai une expérience simple également pour répondre très directement à votre question. En fait, l'argent n'est pas le problème en phase de création. Ça peut paraître étrange, parce que peut-être que dans vos esprits, vous posez la question de comment je vais faire, de l'idée à la réalisation. En phase d'amorçage, vraiment, on pourra même passer du temps, je pourrai passer du temps avec vous. Vous aurez autour de vous des partenaires et des collaborateurs compétents, à l'écoute et prêts à vous accompagner. Donc, ce n'est pas le problème. En fait, j'ai détecté, vis-à-vis de mon cas particulier, de mon expérience propre, deux difficultés. La première, c'est d'accepter d'intégrer toutes les composantes de l'innovation au moment où on la constitue. C'est-à-dire, vous êtes détenteur de l'idée de la technologie. Ce n'est pas pour autant que ça fera une innovation, parce que si en face vous n'avez pas le client, votre idée elle sera belle, mais elle ne se traduira pas en marché. Et donc comment est-ce qu'on prend en compte l'ensemble des acteurs de la chaîne d'innovation au moment où on pose l'innovation? Ça, c'est un premier écueil. Il est inhérent à notre formation. On considère qu'on est détenteur de la technologie, donc on sait. C'est une mauvaise stratégie que de le penser. Alors, on peut le croire, mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, la deuxième composante, et moi, je n'en démordrai jamais. J'ai souvent été pris en défaut, souvent été déçu, mais je continuerai à l'identique. C'est l'humain dans un projet. Et donc, ce sont vos associés, vos actionnaires, vos partenaires, vos salariés, les gens avec qui vous allez développer ce projet de vie. Si vous savez vous entourer, si vous savez réunir les compétences, ça marche. Ça ne marche pas quand il y a des erreurs de casting, en fait. Et tous les entrepreneurs savent très bien qu'un recrutement est une étape clé du développement d'une entreprise, parce que si, lorsque vous êtes 3, rendez-vous compte, vous êtes 2, puis 3, puis 4, ben si vous vous plantez sur le recrutement, c'est au départ la moitié des effectifs. Après le tiers, le quart. Vous vous rendez compte du poids dans l'entreprise? Si vous faites rentrer quelqu'un qui vous plombe l'ambiance, voilà, ça c'est un risque et c'est du vécu pour certaines entreprises. Tu avais une question? Oui, alors M. Defeuillard a exactement répondu à ma question, qui était justement comment prouver sa crédibilité quand on sort directement des études. Faut pas vous poser la question. Comme il y a plein de personnes qui veulent poser des questions, je ne mobilise pas la parole, mais il ne faut pas se poser la question, il faut foncer. Point barre. Il y a une question là, la jeune fille qui attend depuis tout à l'heure. J'avais une question très simple, en fait, parce que vous avez parlé du fait que le dépôt de brevet, donc je reviens un peu. Mais avant de déposer, quand on dépose un brevet et qu'on a une idée, il faudrait théoriquement avoir une idée de comment ça va être appliqué exactement, ou éventuellement d'avoir commencé la création d'une start-up, etc. Dans le cas d'un médicament, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on a souvent beaucoup de services qui manquent, les essais cliniques, tout ça. Et du coup, est-ce que c'est pas mieux, dans ces cas-là, de quand même déposer le brevet, et d'ensuite aller voir les grands groupes pharmaceutiques pour qu'ils rachètent? Bon courage. J'aimerais vous dire que, en fait, le moment où vous déposez le brevet, vous avez raison. C'est-à-dire que le déposer trop tôt, eh bien du coup, si vous n'avez pas d'idée de la façon dont ce brevet va être développé, il a une durée de vie, ce brevet. Bon. Donc plus vous le déposez de façon précoce dans le process, si vous n'avez pas réfléchi à la mise en œuvre de sa montée en puissance et de sa valorisation, ça peut être une erreur. Bon. D'un autre côté, surtout quand ce sont des brevets qui sortent de nos environnements universitaires, vous avez d'autres contraintes, mademoiselle. Vous voulez déposer un brevet, mais ce brevet il est inféodé à une publication. Or, vous voulez être éventuellement maître de conférence. Donc, vous devez avoir une liste de publications. Donc, il y a aussi ces contraintes-là qui vont venir se surajouter. Si vous montez une start-up, vous allez chercher, ou que vous allez chercher des financements, il faut que cette propriété intellectuelle, elle existe. Donc, il faut que... C'est la valeur de votre société, c'est le brevet. Donc le brevet, il faut qu'il existe, il ne faut pas que ce soit juste une idée qui soit potentiellement... Donc il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de scénario idéal. On a tendance à se dire qu'il faudrait repousser le plus possible pour avoir la durée la plus longue de l'exploitation de ce brevet, mais c'est se mettre à risque que de repousser ce temps. Donc je suis désolé, je ne réponds jamais vraiment aux questions. La question est simple, mais que la réponse est compliquée. Parce que je vais même prolonger la réponse. Vous avez des brevets défensifs
et des brevets offensifs. La stratégie n'est pas la même. Je peux vous dire également que si vous envisagez le début d'une relation avec un partenaire en vous méfiant de lui, la relation n'ira pas très loin. Inversement, est-ce qu'il y a des partenaires indélicats? La réponse est oui. Alors, donc à un moment donné, j'en reviens toujours, ne jamais rester seul, quand on a cette idée-là, s'entourer, être accompagné. Et je vais traduire, quand vous êtes accompagné, je vais prendre le cas de l'Agence de valorisation de la recherche universitaire du Limousin, vous aurez un juriste qui va encadrer la relation de contact que vous allez établir avec un futur partenaire, avec une convention de confidentialité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le partenaire qui vous reçoit s'engage à ne pas divulguer le contenu de votre discussion. On est en phase d'amorçage. Donc c'est un milieu qui est extrêmement complexe et le vrai conseil c'est ne restez pas seul, n'allez pas seul. Le droit, et je parle sous contrôle d'un juriste, le droit est un métier, donc à un moment donné il ne faut pas le négliger. Mais inversement, quand vous envisagez une relation avec un partenaire, si le point de départ est la méfiance, mon expérience me fait dire qu'elle n'ira pas très loin, cette relation, en fait. Donc il ne faut pas être naïf non plus, c'est ce qu'on reproche aux universitaires. Vous savez, ces bisounours, ils s'aiment tous, le concours, c'est pas, sauf en faculté de médecine, où il y a un concours pour devenir médecin, mais à l'université de concours, il n'y a pas. Par contre, de compétition, il y a aujourd'hui. Donc les bonnes idées, elles sont rares, en fait. Donc il faut savoir les protéger, mais les protéger, ce n'est pas forcément immédiatement un brevet. Ça peut être une solution. Parce que parfois, les cabinets de propriété intellectuelle vous expliqueront qu'il vaut mieux garder le secret plutôt que de publier. Parce que quand vous publiez, vous vous déshabillez. Vous dites tout de vous. Vous êtes nu, en fait. Et vous allez tout simplement expliquer pourquoi, comment. C'est pour ça que la rédaction d'un brevet, c'est foireux et merdique, parce que quand on regarde, c'est vrai, enfin, je le fais quand j'analyse une de mes publications et que je lis les brevets dont je suis auteur, jamais j'aurais été capable d'écrire un brevet, bien sûr. Parce que tout est dans l'art oratoire. Vous savez, on vous dit, c'est entre 0 g et 1 kg. Oui, puis on ne sait pas combien vous en mettez finalement de tout de permapapin. Donc ça, c'est un savoir-faire. Donc il faut vous faire accompagner, en fait. Et je le redis, si dans vos esprits, vous avez à l'idée un brevet pour une création de start-up, c'est maintenant qu'il faut aller voir. Tout de suite. N'attendez pas, ça sera trop tard. Alors, c'est particulièrement vrai dans les secteurs de l'informatique et du numérique. Le temps de vie d'une innovation, c'est 6 mois. Le médicament, l'AMM, si en 5 ans vous l'avez, c'est chouette. Après avoir 1 million d'euros pour ne payer que ça. En tout cas, ah oui, bien sûr. En tout cas, moi, je voulais rebondir sur l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, nous tous, on a toujours finalement été accompagnés d'une façon ou d'une autre. Il y a vraiment des structures d'accompagnement sur l'innovation, la valorisation. Il y a des réseaux derrière d'entrepreneurs. En fait, on sait que ça tient. On est sur, si je prends par exemple le réseau Entreprendre, ce sont des gens qui vont après poursuivre à vous accompagner en tant qu'entrepreneur. Et on a à peu près 90% de chances que l'entité va rester avec. Parce que justement, on va parler ce côté humain, des échanges avec l'équipe, comment on va pouvoir avancer. Et en fait, quand vous êtes seul, vous avez une idée et vous dites « Ok, je vais le faire seul », vous avez beaucoup de chances à vous planter, parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement varié, alors qu'il y a des professionnels qui sont là pour ça. Il y a des juristes, des comptables, des gens spécialisés dans l'innovation. Et vous, c'est de rester comme vous êtes, c'est-à-dire rester ouvert. Dites-vous que, ok, vous voulez y aller, allez-y, il y aura toujours des gens qui seront là pour vous accompagner et qui vous donneront une chance de résister sur les aléas du bateau de la vie qui va faire qu'il va y avoir des vagues, mais vous avez une belle voile, vous savez bien armé, vous êtes le capitaine de votre bateau et vous avez une équipe avec vous et vous allez voir qu'en général ça marche. Si vous restez seul et vous dites non, je vais me débrouiller seul, c'est là où on a les hécatombes. Voilà, ça c'est vraiment un conseil de... Il y a un sujet... Il y a un sujet sur lequel je voulais intervenir qui fait écho à la question que tu posais tout à l'heure sur l'idée de la valeur de l'universitaire dans le monde de l'entreprise. La réponse n'est pas ambiguë, je la partage sans aucune réserve et je la défendrai. La question est de savoir comment est-ce que vous envisagez l'entrepreneuriat.
j'aurai l'occasion de le dire et de le redire, l'entrepreneuriat pour moi ne doit pas être réduit à la simple création de start-up. C'est une vision qui, de mon point de vue, est très réductrice. En fait, vous pouvez entreprendre dans des groupes industriels. Vous pouvez entreprendre dans des PME, dans des établissements de taille intermédiaire. J'ai eu la chance d'encadrer des jeunes docteurs qui aujourd'hui, à des titres variés, sont responsables de départements R&D qui n'existaient pas dans des groupes industriels. C'est-à-dire que les mettant en relation avec un partenaire industriel, la logique du développement est venue ensuite. Et l'intégration du docteur dans le monde de l'entreprise, c'est une forme d'entrepreneuriat pour développer un service de R&D. Et ça, c'est une forme qui est extraordinairement intéressante. Alors, elle présente l'intérêt d'être moins risquée que la création de start-up, au sens premier du terme, mais ce n'est pas du tout la même aventure, ce n'est pas du tout les mêmes aspirations. Et donc, ça vous renvoie vers vos interrogations et vers vos projets professionnels. Et ça, ce sont des réponses individuelles. Et elles se respectent parce qu'elles doivent être entendues. Mais l'innovation et l'entrepreneuriat au sein de l'entreprise, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. J'ai tout un tas d'idées et de réalisations à l'esprit, mais certains grands groupes qui, pour moi, alors je ne vais pas citer de nom parce que ça serait décalé, mais certains groupes qui n'avaient pas de département de R&D en ont structuré un. Alors, bien évidemment, ça ne sera jamais le grand laboratoire de recherche de L'Oréal, par exemple, puisque j'ai beaucoup travaillé avec le monde de la cosmétique, mais ces entreprises avec lesquelles on a travaillé ont structuré ces départements de R&D. Donc c'est aussi une forme d'entrepreneuriat. L'intrapreneuriat. Oui, l'intrapreneuriat, effectivement, et c'est une forme d'insertion professionnelle également qui capitalise sur nos savoir-faire collectifs. Oui, Dans ma question, le risque d'être un peu dérangeant dans les professions, c'est ce que me fait. Alors aujourd'hui, avec le développement des marchés économiques, des marchés mondiaux internationaux, du progrès technologique et puis l'augmentation de la population et compagnie. Et d'un autre côté, on est dans une période de grosse crise, à la fois sociale, économique, technologique, climatique. Et du coup, la question que je me pose, c'est enjeu, je veux dire. Est-ce que l'innovation est... Est-ce que finalement, pour essayer de sortir des différentes crises, on parle de plus en plus entre guillemets de décroissance. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que l'innovation et décroissance sont complètement compatibles? Et sinon, si ça peut être compatible, et si c'est compatible, est-ce que ça risque pas de partir une espèce de greenwashing? Voilà. C'est mon questionnement. C'est absolument génial comme question. Oui. Ouais, ça outrepasse un peu le sujet même. Mais vous avez raison. Moi, la façon dont je perçois l'innovation, la façon dont je la perçois, c'est pour ça que jamais, par exemple, ce qui m'a animé là-dedans a été une vision économique des choses. C'est-à-dire, c'est l'argent, il le faut pour faire avancer le projet. Parce qu'on a un projet, on a envie de faire vivre une idée, on a envie d'avancer là-dedans. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que, dans le contexte actuel, toute innovation devrait être interrogée. Et que l'université, c'est ça qui est intéressant, de faire sortir l'innovation de l'université. Moi, j'adorerais que sur les innovations que j'ai pu porter, qui sortaient de l'équipe, être confronté à des philosophes, être confronté à de la population qui me dit, par exemple, notre candidat médicament peut être appliqué dans le diabète de type 2. C'est une question. Est-ce que ça fait sens de porter un développement dans une maladie qui est une maladie, finalement, qui est liée à des habitudes alimentaires, qui sont des habitudes alimentaires, qui sont le résultat d'une société de consommation, ainsi de suite. C'est des vraies questions. Est-ce que l'argent, il faut le mettre dans un traitement pour continuer à nous maintenir dans un système déviant? Voilà. Donc, toutes ces choses-là, je pense que, justement, j'aimerais qu'on repasse à un autre niveau, c'est-à-dire qu'on se dise, on innove à l'université,
Et on questionne nos innovations. Et si on arrête, on décide de ne pas porter une innovation parce qu'éthiquement, philosophiquement, elle ne tient pas la route, ou on arrive à un consensus en se disant elle n'a pas de sens du point de vue de l'intérêt sociétal, ben c'est super. Vous voyez? Si j'ai répondu à la question. Alors moi, je rajouterais une chose, c'est que innovation et croissance, il ne faut pas les opposer en fait. Simplement aujourd'hui, dans le monde économique dans lequel on vit, la question peut-être qu'il faut se poser, alors on n'aura pas la réponse aujourd'hui, c'est comment on calcule la croissance aujourd'hui. Ça vient de l'économique néoclassique du XXe siècle. Alors notre mode de calcul, à mon avis, on sera toutes et tous d'accord, notre mode de calcul, il ne tient plus du tout la route. Alors voilà, à partir de là, voilà, effectivement, la croissance telle qu'on la conçoit aujourd'hui, hein, le capital plus le travail, plus... voilà. Aujourd'hui, je rebondis sur ce que tu disais, aujourd'hui, on admet de faire des études d'impact, des lois et des programmes, on pourrait envisager de faire des études d'impact, des processus innovants, mais je pense que c'est plutôt, faut mettre le train dans un autre sens, c'est l'innovation qui va, à mon avis, nous permettre d'envisager la croissance différemment. Voilà, moi je vois des entreprises aujourd'hui, en 20 ans j'ai vu une évolution assez encourageante, parce qu'il ne faut pas qu'on soit négatif par rapport aux enjeux qui sont tout à fait réels, hein, ce que tu viens d'évoquer, la crise écologique, la crise économique, la crise sociale et ce qui nous attend. Bon. Mais aujourd'hui, moi je vois des patrons de PME, discrètement, hein, parce que même eux entre eux, c'est pas forcément évident de le dire dans des conférences comme ça, qui disent voilà, moi je sais très bien qu'en continuant avec mon mode de production industrielle, dans 10 ans j'existe plus. Donc si eux ne sont pas demandeurs d'innovation, alors là je ne vois pas comment on peut continuer à évoluer. Il y a une demande d'innovation à mon avis à venir qui est extraordinaire, il va falloir tout repenser de toute façon. Exactement. Et les chefs d'entreprise le savent eux-mêmes, je peux vous garantir qu'ils le savent. Même dans des petites PME paumées de Limoges ou d'Angoulême, je peux vous dire que prenez un imprimeur aujourd'hui, mais très clairement, qui a 50 personnes à faire vivre à l'année, il sait très bien que son métier, il a une durée de vie, là ça se compte peut-être en quelques mois. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas. Ben oui, non mais ils en sont là. Moi je suis très optimiste à ce niveau-là parce qu'ils sont les premiers à être conscients de ce besoin d'innovation et repenser les modes de croissance aussi. Si j'intègre le bien-être et la santé humaine dans le calcul de la croissance, je ne vais pas avoir le même résultat que dans mon calcul purement économique et économétrique d'aujourd'hui. Je vais rebondir, je vais rester tout à fait là-dedans, puisqu'on sait qu'avec la transformation numérique, avec tout ce qui va arriver demain, on va dire, ou dans les 10 ans qui viennent, on sait qu'il va y avoir effectivement des métiers qui vont disparaître, mais vous, chercheurs, en tant que cadre, bien sûr que vous allez devoir rajouter des compétences, puisque en fait, vous allez avoir à rajouter des compétences extrêmement fortes en informatique, etc., pour compléter vos formations. Mais c'est ce qui fait les innovations de rupture, c'est ce qui fait les innovations de la transformation d'usage. Et vous êtes vraiment ceux qui vont nous aider à faire ça, à changer, alors que ce soit effectivement dans les entreprises, en tant qu'intrapreneur, c'est-à-dire l'esprit d'entreprendre, avoir la prise de risque, savoir maîtriser aussi vos hypothèses pour pouvoir faire avancer, parce que derrière vous n'êtes pas tout seul, vous allez avoir des équipes que vous allez amener avec vous, comprendre aussi, parce que vous cogitez vite. Donc pouvoir comprendre le service marketing, le service commercial, le service de production pour pouvoir enrichir votre R&D. Mais oui, en tout cas, moi je serais jeune à votre place, je me dirais waouh, il y a plein d'innovations à créer, à structurer, et il faut croire en soi, hein, ça c'est sûr. L'innovation, finalement, ce n'est pas une question d'âge, je vais répondre oui à votre proposition, parce que pour moi, l'innovation interroge le modèle de société. On parlera donc d'innovation sociale, et donc si la société est en quête d'un mode d'organisation différent, l'innovation répondra. Ouais. C'est des critères, c'est des éléments de définition que je donne à l'innovation. C'est toujours le lien à la société et le besoin de la société qui doit être traduit. Alors ça n'a rien d'innovation technologique de rupture au sens où les laboratoires, les sciences expérimentales. J'attire votre attention sur le fait que le vilain défaut qu'on a collectivement, alors on va mettre Madame Roussel de côté parce qu'elle est issue quelque part des humanités, c'est de considérer que les laboratoires scientifiques sont ceux de faculté de sciences et de médecine. C'est une mauvaise idée que de le considérer. Nos collègues littéraires, nos collègues juristes sont dans des démarches scientifiques. Elles ne sont pas expérimentales au sens du laboratoire tel que nous le pratiquons. Mais l'innovation sociale est un pan complet de l'innovation et il nous renvoie au lien de la société et du besoin de la société et donc de nos modes d'organisation. Donc sans réserve, je réponds oui à votre question. Ne soyez pas sidérés.
Je veux dire, moi, je veux dire, j'ai des enfants qui ont votre âge, et tous les jours, je me dis, j'entends la radio, je dis, moi-même, ça m'affecte. Moi-même qui suis dans la dernière partie de ma vie. Bon. Non, mais je suis sincère. Je veux dire, si je le regarde, en tout cas, moi, je suis dans une démarche qui est de dire, ma vie, si elle s'arrête de même, elle a été bien remplie, j'ai vécu. Et je comprends cette angoisse de l'avenir que vous avez. C'est normal. Maintenant, il y a deux solutions. C'est soit on se résigne, soit au contraire, on réinvente tout. Et c'est une opportunité il faut voir les opportunités, là je vous rejoins complètement. Il faut réinventer dans tous les domaines. Et l'innovation, c'est pas que l'innovation scientifique. C'est effectivement l'innovation sociétale, c'est, ben ok, on a besoin de financer des trucs, on les finance comment? Est-ce qu'on a besoin de s'inféoder, je dirais, à la finance? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de financer? Le crowdfunding, c'est un très bon exemple. Après, bon, c'est des petites sommes, il y a d'autres problématiques avec ça. Voilà, il y a de l'innovation dans tous les domaines, c'est vous qui devez innover. Mais du coup, je reprends par rapport à ce que vous venez de dire, parce que vous venez de dire qu'un modèle actuel est sur le route, donc un autre côté mieux. Du coup, il faut rien voter, du coup, innover par rapport à la transformation de la société. Mais alors, comment obtenir des financements, sachant que la plupart des étudiants ou personnes qui pourront financer, la plupart obtiennent quand même le modèle actuel. Du coup, c'est ça qu'il faut bien faire. Alors moi je suis complètement d'accord avec vous. Je sais que vous allez peut-être pondérer, mais je crois qu'on a une problématique qui est de la pensée du financement en général. Par exemple, moi je me suis trouvé dans une situation, c'est pas enregistré, vous m'avez dit. Non mais la question qui se pose, c'est que en fait on a des interlocuteurs qui finalement ont à peu près tous le même cahier des charges. Moi je m'attendais, je ne sais pas, d'en avoir des investisseurs régionaux, à ce que le développement régional soit quelque chose d'absolument central dans la prise de décision. Vous voyez, quand vous parlez de ces paramètres, voilà, donc je ne sais pas, il faudrait... et en fait, on se rend compte qu'en fait, pas du tout. Ils raisonnent finalement comme les autres investisseurs, qui est de dire, ben oui, mais nous on investit, dans 5 ans il faut qu'on sorte, donc voilà, nous ce qu'il faut c'est que effectivement il y ait une plus-value sur la zone d'investissement, ce que je comprends complètement. La problématique c'est la diversification des sources de financement de l'innovation. Et donc effectivement, au bout d'un moment, vous vous êtes quelque part un peu piégé, parce que vous dites, ben j'ai plus qu'un type de financement, je caricature, mais pas tant que ça. Enfin moi par rapport à mes expériences, pas tant que ça. Donc quand je dis qu'il faut innover, il faut aussi innover sur les outils du financement de l'innovation. Vous comprenez? Alors, la discussion, bien sûr, ne va pas s'interrompre. On va factuellement mettre un terme à cette table ronde. On a la chance d'être ensemble pour la journée, encore. Donc les uns et les autres sommes accessibles pour répondre de façon plus personnalisée, pour compléter les réponses. L'horaire nous engage à mettre un terme à cette table ronde. Moi, ce que je dirais pour conclure finalement cette table ronde, c'est déjà vous remercier pour votre participation, parce que vous avez vu que dans un processus créatif, nous interagissons et qu'il n'y a pas de réponse définitive aux questions qui sont posées, et donc pas de réponse toujours très pertinente, mais elles sont celles que vous avez entendues. Ce que je peux dire pour conclure, c'est vous demander une chose. À ceux d'entre vous qui pensent qu'il faut attendre l'obtention de son doctorat pour entreprendre, je dis que c'est une erreur. Vous n'avez pas besoin d'attendre les titres pour commencer à entreprendre immédiatement. Et le doctorat n'est qu'une étape. Et je vais même vous dire que sans doctorat, vous pouvez même entreprendre. Donc, bien évidemment, vous allez avoir votre doctorat, puisque vous l'avez commencé. Ce qui est commencé doit aller à son terme. Mais n'attendez pas la fin de votre doctorat pour commencer à entreprendre dans toutes les directions qui ont été évoquées, pour avancer dans vos projets professionnels. Parce qu'après le doctorat, j'ai commencé à dire, c'est jamais trop tard, mais on n'a pas pris d'avance. La nuance est intéressante. Alors, merci en tout cas pour votre participation, et puis merci aux participants de cette table ronde que j'ai été content de rencontrer aujourd'hui à cette occasion. Merci à vous.